On est le 24 mars 2025 et on part de la station de Saverne-et-Carbouillère sur la A4. Il est 21h06. Il fait 12,5 degrés Celsius. Dans 600 mètres, rejoindre A4. Nous sommes sur la A4. Continuez sur A4 pendant 9 km.
600 mètres, prendre la sortie 43 vers Lunéville-Nancy. Prendre la sortie 43. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur N4 en direction de Lunéville, Nancy-Metz. Au rond-point, prendre N4. Continuez sur N4 pendant 23 km.
fixe à 1000 mètres. Radar fixe à 500 mètres. Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D955 en direction de Metz, Château-Salin. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D955. Continuez sur D955 pendant 34 km. Nous sommes sur la D955, avant on était sur la Nationale 4.
Google. Écoutez les informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le Flash, aujourd'hui à 21h16. France Info, le fil info de 21h15. Un adolescent est mort cet après-midi dans l'Essonne. Un garçon de 17 ans a reçu un coup de couteau devant un lycée à Hyères. C'est au sud-est de Paris, victime d'une bagarre entre une quinzaine de jeunes. D'après les premiers éléments de l'enquête, il n'y a pas de lien avec l'établissement scolaire. L'armée israélienne explique avoir tiré sans le savoir sur un bâtiment de la Croix-Rouge à Gaza. Elle dit avoir identifié des suspects avant de tirer. La frappe a visé un bâtiment de l'association humanitaire dans le sud du territoire palestinien, dans la ville de Rafah. Cette affaire qui agite les États-Unis en ce moment, un journaliste américain a reçu par erreur des informations militaires confidentielles, le plan complet des frappes aériennes sur le Yémen il y a 10 jours. Donald Trump, le président américain, dit ne rien savoir de cette fuite au rédacteur en chef du magazine The Atlantic. L'État français fait appel de l'arrêt du chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Une décision le mois dernier par le tribunal administratif de Toulouse. Le ministère des Transports demande aussi un sursis à exécution pour permettre la reprise des travaux. Les yaourts, les steaks végétaux ou le tofu, tous ces aliments à base de soja vont peut-être bientôt disparaître des cantines. L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, recommande de ne pas servir ces aliments dans la restauration collective, donc les écoles, les collèges, entreprises ou hôpitaux. Ils contiennent trop d'isoflavone, une substance potentiellement nocive pour la santé. France Info. Selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 18h12. Chi. Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel. RFI Soir, Romain Ozoui. Lundi 24 mars, bonsoir à tous. On reprend le train de l'actualité pour une semaine d'infos. C'est le départ de la session soirée sur RFI. Voici les temps forts des 3 heures à venir. Avec dans 10 minutes le décryptage, Véronique Rigolet, vous nous emmènerez en Turquie où la rue exprime sa colère face à l'effondrement de la démocratie. Oui, la Turquie secouée depuis 6 jours par une vague de protestations géantes, des centaines de milliers de personnes dans les rues pour protester contre l'arrestation du maire d'Istanbul, la bête noire, le principal opposant politique au président Erdogan, le Raïs turc qui semble avoir choisi le scénario du pire en se débarrassant ainsi brutalement de son rival, menaçant de faire basculer le pays dans une véritable autocratie. La démocratie turque a-t-elle vécu? Jusqu'où ira la contestation? On en parle avec nos 2 invités, 2 spécialistes de la Turquie, Adel Bakawan et Didier Billon. Eh bien, tout à l'heure, juste après, ce sera le débat du jour qui posera la question de la fatigue informationnelle, le fait de subir trop d'infos et trop d'infos anxiogènes, comme l'actualité y est propice, particulièrement en ce moment. Y a-t-il une fatigue informationnelle? Ce sera notre interrogation. Le phénomène semble être en progression. Que signifie-t-il? Comment y faire face? La réponse à suivre dans 30 minutes. Dans 1 heure, ce sera le grand journal du soir et le dossier qui sera consacré à la reprise des pourparlers sur l'Ukraine entre la Russie et les États-Unis. Négociations qui se sont tenues ce lundi à Riyad. 18h30 TU Afrique Soir, la première édition de ce lundi. 19h10 temps universel. Comme chaque soir, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera en Ukraine avec le témoignage de soldats ukrainiens de retour douloureux. Et puis le grand reportage, enfin, à Farshana, c'est une localité du Soudan qui fait face à une double crise climatique et humanitaire. RFI. Voilà pour le programme et pour l'heure 17h02 temps universel. C'est le journal de Juliette Pietraszewski. Bonsoir Juliette. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Et elle donc cette journée sous le signe des négociations à Riyad en Arabie Saoudite. Des discussions sur la guerre en Ukraine entre Américains et Russes. L'objectif de Donald Trump est de parvenir à un cessez-le-feu. Des pourparlers indirects ont également eu lieu ce dimanche entre les représentants américains et ukrainiens. Aujourd'hui, c'est donc au tour de la délégation russe. Comment ces négociations sont-elles perçues en Ukraine? Écoutez la réponse du politologue ukrainien Mikhailo Shabanov, interrogé par Kristina Petkova. En tant que citoyen ukrainien, je suis vraiment très inquiet du format même de ces négociations. Ce sont des négociations sur l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. En tant que politologue, je comprends que parfois une troisième partie peut aider à dialoguer quand 2 camps ne peuvent pas se rencontrer pour diverses raisons objectives. Mais ici, on voit que cette troisième partie, que ce soit le président américain ou ses représentants comme Steve Witkoff, défend surtout les intérêts des États-Unis.
C'est préoccupant car au lieu d'être un véritable médiateur, Donald Trump impose surtout son propre point de vue et n'écoute pratiquement pas la partie ukrainienne, ou alors de manière très fragmentaire. Le politologue ukrainien Mikhailo Shabanov, interrogé par Kristina Petkova. À Gaza, l'armée israélienne a repris ses opérations militaires le 18 mars dernier, mettant fin à une trêve en place depuis janvier. Et depuis cette reprise de la guerre, le Hamas parle de près de 730 morts. De son côté, Israël a annoncé avoir tué un responsable du Hamas dans une frappe aérienne israélienne, donc sur l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Information confirmée par le ministère de la Santé du Hamas. La branche armée du Hamas, elle, a diffusé ce lundi une vidéo avec 2 otages israéliens enlevé le 7 octobre 2023. La vidéo d'un peu plus de 3 minutes, dont la date d'enregistrement ne peut pas être vérifiée pour l'instant, montre les 2 otages assis, demandant à un ex-otage désormais libéré de raconter ce qu'il a vécu en captivité pour accélérer leur libération. Et un peu plus tôt dans la journée, le média Al Jazeera a également annoncé la mort d'un journaliste travaillant pour une de ses chaînes dans une frappe à Gaza. En 1 an et 3 mois de guerre dans le territoire, l'armée israélienne a tué plus de 150 journalistes palestiniens, dont au moins 41 dans l'exercice de leurs fonctions, souligné également en janvier dernier l'ONG Reporters sans frontières. RSF qui s'intéresse aussi à la Cisjordanie. Arrestation arbitraire, journalistes visés par des tirs, interdiction d'exercer ou de se déplacer. La répression contre la presse s'intensifie. Selon RSF qui a compilé les témoignages de nombreux journalistes sur place, ils ont répertorié au total 20 attaques autour des camps de réfugiés depuis début 2024, ainsi que 17 journalistes arrêtés, comme nous l'explique Jonathan Daguerre, responsable du bureau Moyen-Orient de RSF. Par exemple, un des journalistes qui travaille pour l'agence France-Presse, il était au sud de Jenin avec un groupe de journalistes. Ils sont vêtus de gilets et de casques clairement marqués presse, mais tout de même, ils se font tirer dessus par des balles en caoutchouc par un jeep militaire. Un autre journaliste a failli être écrasé par un jeep militaire qui lui a foncé dessus, mais il a abandonné son matériel pour courir à la dernière minute. C'est en fait son matériel qui a été écrasé. Donc voilà, il y a cette intention de terroriser ces journalistes-là, de les décourager d'arriver et de filmer. C'est très difficile d'avoir l'information parce que se déplacer d'un village vers un autre nécessiterait de franchir au moins 15 ou 16 ou 17 checkpoints militaires. Et sur chacun de ces checkpoints, ces journalistes risquent d'être arrêtés, fouillés, retardés. Et ça devient de plus en plus grave parce que cette région, on en parle très peu, surtout dans l'ombre de ce qui se passe à Gaza. Et ça remonte à une tentative d'imposer un blackout médiatique sur cette zone de conflit. On ne peut pas parler de la même ampleur de violence, heureusement, parce qu'à Gaza, c'est vraiment une tragédie sans précédent pour les journalistes. Mais on voit certainement la même intention, c'est-à-dire l'intention de cibler des journalistes qui sont clairement identifiables. Et c'est ça ce qui est dangereux. Des propos recueillis par Camille Salcedo-Ruiz. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a créé plusieurs polémiques et le Groenland n'a pas été épargné. Le président a fait part de son intention d'annexer ce territoire autonome danois avec dans le viseur des ressources minières. Eh bien, le Premier ministre groenlandais sortant a dénoncé aujourd'hui une ingérence étrangère à l'occasion de la visite jeudi prochain d'une délégation américaine. Notre intégrité et notre démocratie doivent être respectées sans aucune ingérence extérieure, a-t-il déclaré sur Facebook, précisant qu'il n'y aurait aucune rencontre avec cette délégation. Donald Trump et sa politique migratoire font aussi parler d'eux. Caracas a annoncé ce week-end la reprise des vols de rapatriement après un différend avec le président américain. Un avion en provenance du Honduras avec à son bord 199 migrants expulsés des États-Unis est arrivé tôt ce matin au Venezuela. Le Venezuela également pris de court par le changement climatique avec la sécheresse intense. Il n'y a plus assez d'eau pour alimenter les barrages qui génèrent 80% de la production électrique vénézuélienne. Les autorités viennent de se résoudre, comme à la fin des années 2010, à des mesures radicales d'économie d'énergie, en plaçant les administrations publiques au service minimum. Vincent Souriau. Les guichets ne seront ouverts que le matin entre 8h et 12h30 et les autorités imposent en outre la règle du 1 pour 1. Pour chaque jour de travail, les fonctionnaires devront prendre un jour de congé. Autrement dit, la plupart des administrations seront fermées la moitié de la semaine, à l'exception, précise le gouvernement, des organismes qui fournissent des services essentiels à la population, santé, sécurité ou transport public. Tous les Vénézuéliens sont appelés à participer en faisant la chasse au gâchis d'énergie, débrancher les appareils
appareils électroniques lorsqu'ils ne servent pas, régler la climatisation et ne pas descendre sous les 23 degrés ou s'appuyer sur la lumière naturelle pour limiter le recours à l'éclairage artificiel. Le Venezuela parle d'une stratégie qui vise à réduire l'exposition aux chaleurs extrêmes dans les bureaux, protéger la santé des travailleurs et assurer la continuité du service public sans, je cite, compromettre le bien-être social. Les précisions de Vincent Souriau. On parlait de mesures radicales d'économie d'énergie. Eh bien, l'an dernier, la consommation d'énergie dans le monde a été en forte hausse. Sur la seule année 2024, la demande a augmenté de 2,2%, soit presque le double de la moyenne des 10 années précédentes. C'est le résultat du rapport annuel publié ce lundi par l'Agence internationale de l'énergie. Sur les raisons de cette hausse, on écoute Stéphanie Schuller. L'an dernier, la demande en énergie était en hausse partout dans le monde. La consommation d'électricité notamment a fait un bond de 4,3%. Les trois raisons principales, les vagues de chaleur records en 2024 qui ont incité les populations à faire tourner les climatiseurs à plein régime, l'intelligence artificielle très énergivore et enfin la mobilité douce avec l'arrivée des véhicules électriques. 80% de cette électricité supplémentaire demandée a été fournie par les énergies renouvelables et le nucléaire. La demande de pétrole en revanche a baissé et représente pour la première fois moins de 30% du mix énergétique mondial, surtout en raison de la Chine, souligne Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Au cours des 10 dernières années, la Chine était à elle seule responsable de plus de 60% de la croissance de la demande mondiale de pétrole. Mais avec une économie chinoise qui ralentit et change de nature et la vente des véhicules électriques qui s'envolent, la demande chinoise de pétrole devient très faible. Malgré cela, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, mais désormais plus lentement que la croissance économique mondiale. Les explications de Stéphanie Schuller du service environnement de RFI. RFI, il est 18h10 à Paris et on retrouve Véronique Rigolet pour le décryptage. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 20h14. Sortie d'un lycée cet après-midi, ça s'est passé hier dans l'Essonne, devant le lycée Louis Armand et d'après le procureur de la République d'Evry. Il s'agit d'une rixe entre quartiers impliquant une quinzaine de jeunes. 6 suspects ont été interpellés, 2 compagnies de CRS ont été déployées sur place. Le procès de l'acteur Gérard Depardieu s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Le monstre sacré du cinéma est jugé pour agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. L'acteur de 73 ans et les 2 plaignantes étaient présentes aujourd'hui. Gérard Depardieu qui a toujours nié les faits. L'État fait appel de l'arrêt du chantier de l'A69 et demande un sursis pour permettre la reprise des travaux de l'autoroute devant relier Castres à Toulouse. Le mois dernier, le tribunal administratif de Toulouse a donné raison aux opposants au projet. Les associations écologistes toujours convaincues ce soir de la pertinence de la décision judiciaire. Gilles Garrick du collectif La Voix est libre. Nous, on n'est pas surpris de l'appel puisqu'il y avait une équipe de Fleury au contact. Nous, on considère qu'on reste serein sur cet appel en sursis. On voit mal comment une cour d'appel pourrait autoriser un chantier alors que sur le fond, le projet d'A69 reste illégal. On trouve ça un peu triste que l'État continue de croire en ce projet-là. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il ne tient pas la route. On était persuadé que ce projet allait tomber à l'eau, donc il persiste et signe, il continue, on est dans l'impasse. Alors que le plus raisonnable et le plus responsable serait finalement qu'ils arrêtent de s'acharner et de reconnaître que ce projet-là est une erreur, qu'il faut réfléchir à autre chose en 2025. Des propos recueillis par Nathan Bocard pour RTL. Russes et Américains discutent en ce moment d'une possible trêve en Ukraine. La rencontre se déroule à huis clos dans un hôtel de luxe à Riyad, c'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Le président américain Donald Trump, déterminé à mettre fin à la guerre, il espère faire accepter sa proposition de trêve à son homologue russe Vladimir Poutine. L'armée israélienne dit avoir tiré sur un bâtiment de la Croix-Rouge sans le savoir et pensant avoir identifié des suspects, un bâtiment situé dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne fait ce soir son mea culpa en précisant qu'une enquête va être ouverte. La météo, demain matin, le temps sera calme mais brumeux sur de nombreuses régions. Quelques averses sur les Pyrénées. Vous aurez 4 degrés à Limoges et Lille, 6 pour Rouen et 3, 7 degrés à Nantes et Marseille, 8 pour Brest et Orléans, 10 degrés, la maximale pour Nice et Ajaccio. Les courses, demain, elles ont lieu à Saint-Cloud, départ à 13h55. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 11, le 9, l'As, le 14, le 12,
leader de RTL, le 4 Marron 6. RTL, il est 20h03. Tout de suite, Héros avec Faustine Bollard. Selon RTL L'Angléco, aujourd'hui à 10h58. Tout savoir sûr. Bonjour et bienvenue, je suis Martial Liu, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout savoir sûr. On se penche aujourd'hui sur les frais de douane. La Chine est un abuseur, mais l'Union européenne est très très méchante avec nous. Elle nous traite très très mal. Ils ne prennent pas de voitures, ils ne prennent pas nos produits agricoles. Elle ne prend pas grand chose. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Ils nous traitent très très mal. Donald Trump qui a fait donc des taxes douanières son outil préféré de pression diplomatique. Et en faisant ça, il fait exploser la mondialisation qui dominait le monde économique depuis 50 ans. Une économie de porte-conteneurs où on fabrique des produits à des milliers de kilomètres de l'endroit où ils sont consommés. Une mondialisation qui a toujours fait un peu peur aux Français. D'ailleurs, écoutez ces archives de 1982 et 1996. Les Japonais restent féroces en affaires. Monsieur Abe, le ministre japonais des Affaires étrangères, a quitté Paris après avoir rencontré les dirigeants français, dont M. François Mitterrand et bien sûr Michel Jobert. On s'est beaucoup souri, surtout du côté japonais, mais des résultats ne semblent pas avoir été à la mesure de ces grands salamalek. En une demi-heure ce matin, le chef de l'État a tenu à lancer les discussions en rappelant que les participants devaient relever ensemble le défi de la mondialisation de l'économie. Catherine Mangin. La mondialisation est lourde de conséquences sur l'emploi. Nous devons arrêter de décrire et de penser la situation de nos pays en termes de crise. Aujourd'hui commence la mondialisation. Face aux Japonais, on parlait en 1982 de péril jaune avec un ton qui passerait mal quand même, on va se le dire, en termes de façon d'écrire journalistique aujourd'hui pour évoquer un autre pays. Et puis face à la mondialisation, Jacques Chirac, que vous venez d'entendre, défendait lui le modèle social européen. C'était au G7 de 1996. Aujourd'hui, la question que le monde entier se posait, jusqu'où peut aller Donald Trump dans sa guerre commerciale? Est-ce que ça va ralentir la croissance mondiale? Quelles conséquences pour l'Europe et la France? Et on en parle avec mes invités, avec Sébastien Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers et directeur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Déjà, historiquement, est-ce que c'est un tournant qu'on est en train de vivre par rapport à la mondialisation qu'on évoquait dans les archives qu'on vient d'écouter? Je crois que c'est effectivement un tournant, en tout cas ça fait partie d'un tournant qu'on a déjà amorcé au fond depuis quelques années, mais qui là subit un coup de volant, j'allais dire, assez radical, parce que les États-Unis, c'est pas n'importe qui, c'est finalement à la fois le leader et l'architecte de l'ordre international dans lequel nous avons vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on a l'impression qu'on rétablit les frontières quelque part depuis quelques mois maintenant. En tout cas que les Américains sont décidés à le faire. Ça ne veut pas dire que tout le monde suivra derrière. C'est-à-dire que le reste est à écrire comment tout ça s'enchaîne, comment nous on réagit. Mais les États-Unis, oui, là, ils prennent une direction qui est quand même assez radicale par la force, comme ils font dans le politique. Ils veulent le faire au fond dans l'ordre économique international. Avec nous également Philippe Wechter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est vrai, Philippe, qu'on a souvent dénoncé la naïveté de l'Europe par rapport à cette façon d'ouvrir nos frontières, la libre circulation des biens, des personnes. Est-ce que tout ça est en train d'être remis en question par le positionnement de Donald Trump? Il y a deux choses à voir. Au sein de l'Europe, non. Pour l'instant, on voit bien, tout le monde agit plutôt de façon cohérente au sein de l'Europe. Et la question qui est posée régulièrement est de savoir comment on peut faire un peu plus d'Europe pour avoir un marché intérieur beaucoup plus intégré et avoir des champions européens, etc. Donc on n'est pas sur ce modèle-là. Oui, c'est-à-dire que c'est une réaction un peu presque surprenante même, parce que Donald Trump, en réalité, avec ses droits de douane, son idée, c'est de diviser les Européens. Entre des Allemands et des Français, par exemple, qui n'ont pas les mêmes intérêts par rapport à leur relation avec les États-Unis. Absolument, il y a cette volonté-là, mais rappelons-nous le rapport de l'État du mois de septembre dernier, dont l'objectif, bien avant Trump, était de dire qu'il faut que les Européens travaillent davantage ensemble, en profondeur, pour que, dans un cadre où effectivement la globalisation est un peu remise en cause, on s'interroge en tout cas, il faut que l'économie européenne devienne plus autonome, plus robuste par elle-même, et donc on a besoin de ce marché intérieur. Et effectivement, Donald Trump arrive avec ces mesures, avec l'idée de créer une sorte de chamboule-tout au sein de l'Union européenne, à nous, Européens, d'y faire face. Tout
tout savoir sur l'impact de cette hausse des droits de douane, on va s'intéresser à ça. C'est le thème du jour parce que Donald Trump... Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D955 en direction de Metz, Château-Salin. Peut aller très loin dans le montant des taxes. President Trump is threatening a 200% tariff on European wine, champagne and other alcohol. C'est pour la Champagne en général que c'est très triste. On ne peut pas se laisser terrasser par des menaces de cet ordre. C'est très triste pour nous, c'est très triste pour les Américains qui adorent nos grands vins et nos grands champagnes. Quand on parle de 200% de taxes, ça fait des prix qui vont être absolument stratosphériques pour le consommateur américain qui, sans doute... s'abstiendra de consommer du champagne et en l'occurrence du champagne Palmer. Au rond-point, prendre D955. Continuez sur D955 pendant 32 km. Champagne, bien entendu, que vous aurez reconnu, Jacques Higelin. Sébastien Jean, 200% de taxes sur les vins et spiritueux. C'est crédible, ça? C'est crédible dans le sens où ils peuvent le faire, oui. Ensuite, c'est un droit prohibitif, comme on dit en économie, c'est-à-dire c'est un droit qui interdira quasiment, qui empêchera quasiment toute exportation vers les États-Unis, parce que multiplier le prix par 3, même si ce sont des produits de luxe, ça va quand même être très difficile à absorber. Donc là, clairement, ça veut dire qu'on choisit une représailles, une victime. C'est un fusil à se tirer dans le pied. La première victime, c'est les consommateurs américains, c'est l'indice des prix à la consommation et le pouvoir d'achat des ménages américains. On va encore parler de ce risque d'inflation, évidemment, aux États-Unis. Philippe Wechter, est-ce qu'il faut avoir peur de ce bras de fer qui s'engage précisément sur les taxes douanières? Oui, clairement, on rentre dans une logique qui est une logique d'affrontement, une logique de rapport de force, et c'est toujours plus compliqué. On a vécu pendant la mondialisation, pendant les années 90, 2000, etc., sur un cadre qui était plutôt bien coordonné, plutôt coopératif. On a eu une redistribution des ressources à l'échelle de la planète qui était plutôt efficace, avec d'importants transferts de technologie. Cette dynamique-là s'arrête en partie. Et donc il faut trouver un nouvel équilibre, et ce nouvel équilibre, tel qu'il a été formulé par Washington, est un équilibre de rapport de force, avec à côté de la dimension économique, une dimension politique très forte, puisqu'on voit bien les Européens recommencent à s'armer, il y a un plan à la Commission, les Allemands, on l'a vu hier, etc. Donc il y a un changement radical, et pour l'instant on ne sait pas très bien vers quel équilibre on va pouvoir aller, et donc le problème par rapport à ce qu'on connaissait, c'est qu'on est un peu sorti du modèle dans lequel on évoluait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque un crack économique comme on a connu dans les années 70, un retour à la guerre froide aussi comme on connaissait dans ces années-là. C'est quoi le monde qui se dessine là du coup? C'est un monde plus morcelé. On voit bien l'idée des Américains, des Européens qui n'apparaissent plus aussi alliés que par le passé. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a le Global South, et on a un monde plutôt morcelé où les liens, les dynamiques ne sont plus les mêmes. Et on le voit d'ailleurs sur un autre indicateur, c'est que en 2022, quand Joe Biden met en place l'Inflation Reduction Act, c'est de dire, n'allez pas produire en Chine, au Vietnam ou ailleurs, produisez chez moi. Et donc on a une situation, un prisme qui change radicalement. Et là, on attend que les infrastructures allemandes et toutes les politiques d'armement se concentrent initialement sur des producteurs européens et pas américains ou autres. Et donc c'est ce changement de vision qu'on doit avoir et qui change quand même pas mal la donne. Oui, Sébastien Jean, est-ce qu'il peut y avoir un vainqueur dans cette histoire? Parce que quand on regarde les prévisions de croissance de l'OCDE, la croissance mondiale va ralentir si on suit leurs prévisions. Le Mexique va entrer en récession. La croissance canadienne va être divisée par 3. L'Allemagne va avoir moins de croissance alors qu'elle sort déjà de récession que prévu à cause de cette politique douanière, notamment de Donald Trump. Qui peut sortir gagnant de ce qui est en train de se passer? En l'occurrence, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire sortir gagnant.
il y a un rapport de force qui est mis en œuvre finalement par l'industrie, par le gouvernement américain, mais leurs intentions ne sont pas complètement claires. On voit bien qu'il y a à la fois une intention de redynamiser le leadership américain avec se réindustrialiser, se redynamiser par la dérégulation, notamment sur l'énergie. On voit aussi qu'ils veulent faire payer au fond les autres pays pour ce qu'ils estiment être leur fourniture, leur assurance de l'ordre économique mondial. Mais là précisément, ils sont en train de démolir cette assurance et cet ordre. On va vers un monde beaucoup plus désorganisé. Alors qui gagne, c'est difficile à dire. Qui perd, on voit déjà qu'il y a beaucoup de monde qui perd. La croissance, l'économie américaine, pour l'instant, elle encaisse les coups. Et ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est la Fed dire à la fois, enfin la Fed et puis de toute façon toutes les entreprises se mettent dans une position attentiste, un peu effarée par l'incertitude. Un jour on met les droits de douane, un autre jour on les enlève. Quand on veut investir, on n'investit pas à 3 jours. On a besoin d'une visibilité sur la rentabilité de ce qu'on est en train de mettre en place. Quelques années si c'est des machines relativement courte durée de vie, et 10-15 ans, très souvent, voire plus, dans des affaires, dans des investissements plus substantiels. Donc ce manque de visibilité, il a refroidi tout le monde pour investir et pour consommer, et ça on a vu l'impact sur l'économie américaine, c'est-à-dire la Fed qui dit on va avoir à la fois moins de croissance et plus d'inflation. Oui, la réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, mais est-ce qu'il peut gagner son pari, Donald Trump, qui est de se dire qu'en 2 ans, il va réussir en gros à faire rapatrier la production aux États-Unis pour pouvoir prendre le relais de ces importations qu'il va limiter puisqu'il augmente les frais, les taxes de douane? Je ne crois pas du tout, parce que je crois que dans ce plan, il y a beaucoup d'éléments qui sont terriblement manquants. C'est-à-dire que ils veulent tout d'un coup réindustrialiser les États-Unis. Mais en fait, ce que fait actuellement Donald Trump, c'est prendre des mesures qui sapent les profits de l'industrie américaine. Donc, on leur enlève les profits, on leur enlève la visibilité et on dit investissez comme des fous. Qui plus est, dans un contexte où on sait qu'il y a un manque de qualification, notamment dans ce qui est ingénieur, qualification quantitative aux États-Unis. Donc, je crois que ça peut donner des résultats positifs. On le voit déjà d'ailleurs dans quelques segments de pointe, mais il va y avoir embouteillage forcément. D'une part, ça va pas du tout aller, ça peut pas aller à la vitesse qu'ils souhaitent. D'autre part, il y a un manque de cohérence de l'ensemble, ça manque de visibilité. Et puis enfin, derrière, il y a les fondamentaux de l'économie américaine qui sont pas là, qui vont pas se construire en 1 an. Oui, Philippe Vechtier, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que là, aux États-Unis, on est en train d'assister à la fois à une croissance qui ralentit, mais à des prix qui augmentent, ce qui est quand même a priori un peu contradictoire d'habitude. Et on a des phénomènes qu'on a du mal à comprendre entre le discours très volontariste de Donald Trump et puis pénurie d'œufs. Et donc là, il est en train de demander aux Danois de lui envoyer des œufs alors qu'il veut prendre le Groenland aux Danois. On voit la viande bovine manquer en production américaine et donc acheter la viande bovine au Mexique ou au Canada alors qu'il augmente les droits de douane. C'est quand même très compliqué tout ça. C'est très compliqué. Et pour rebondir sur ce que disait Sébastien à l'instant, le marché automobile américain est intéressant parce que ça fait 30 ans qu'il y a le libre-échange. Donc les entreprises américaines se sont installées de façon efficace sur l'ensemble du territoire du Canada au Mexique. Les unités les plus récentes sont au Canada et au Mexique. Si vous mettez des droits de douane à 25%, effectivement la tentation c'est soit de payer à chaque fois ce qui va remonter le prix des automobiles, soit de reconcentrer la production sur les usines américaines aux États-Unis. Mais il n'y a pas eu d'efforts considérables qui ont été faits, donc c'est des vieilles usines. Quel est l'intérêt? Et puis les entreprises américaines, sur le territoire américain, ont fait des efforts sur le véhicule électrique, qui lui a été écarté par le pouvoir de Washington. Donc c'est cette situation qui est compliquée. Et l'autre point que je trouve intéressant, c'est que il y a une enquête qui est publiée tous les mois sur la confiance des consommateurs américains. Et elle est faite par l'université du Michigan. Et il y a une mesure, on demande aux consommateurs américains quelle est votre anticipation d'inflation à 5 ans. Pas à 1 an, à 5 ans. Et quand on regarde l'épisode inflationniste de 2021, 22, 23, ça bouge pas. Les ménages se disent, à un moment donné, ça va s'arrêter. Là, le mouvement
les prix anticipés ont augmenté de façon absolument spectaculaire. Ça veut dire que les ménages aujourd'hui s'interrogent sur la façon dont ils vont être mangés d'une certaine manière. Et de ce fait-là, leur envie de dépenser se réduit rapidement. Et donc il y a cette situation. Et ça, c'est une trahison même de ce que Donald Trump a pu présenter aux Américains pendant la campagne présidentielle. Il est élu en disant je vais stopper l'inflation que Joe Biden a provoquée dans les États-Unis depuis 4 ans. Et là, il est en train d'accélérer cette inflation. Mais essayez de trouver un économiste rationnel qui justifie et qui signe le plan qui est mis, vous n'en trouverez pas. Vous trouverez oui, il y a toujours des gens qui vont, mais vous prenez les économistes normaux, si je puis dire, il n'y en a pas un qui signe ça sur la cohérence du programme. C'est ça la difficulté. Et le sentiment qu'on peut avoir, c'est que le locataire de la Maison Blanche a des visions très microéconomiques de l'économie, mais pas de vision macroéconomique. Mais là, il nous emmène tous dans le mur ou pas? Oui, mais il n'a pas de perception de ce qu'est l'économie américaine dans sa dynamique globale. Et c'est le gros souci qu'il peut avoir dans l'affrontement qu'il a avec la Federal Reserve, la Banque Centrale Américaine, qui, elle, a une vision macroéconomique et se dit, attention, on va un peu dans le mur. Alors Sébastien Jean, est-ce que justement, pour le coup, le principal frein pour Donald Trump, ça va pas être son opinion publique? Parce que justement, l'opinion publique était déjà assez rétive aux hausses de prix ces dernières années. Là, vu qu'il leur impose une inflation passive quelque part, puisque les prix vont augmenter malgré eux, est-ce que c'est pas ça qui va permettre à Donald Trump de s'arrêter? C'est assez crédible. Maintenant, on est déjà en train de mettre à jour la compréhension qu'on avait du fonctionnement de Trump par rapport au premier mandat, où il avait l'œil rivé sur les marchés. On avait l'impression que c'était une réaction du tac au tac. Dès qu'il y avait un effet négatif, on revenait en arrière. Et là, justement, d'ailleurs, ce qui a beaucoup refroidi les marchés récemment, c'est le fait que Trump dise explicitement, bah oui, il va falloir accepter un coup de court terme, parce que ce qu'on fait est tellement ambitieux, va être tellement sincère, d'un flou artistique. Tout le monde a compris que ce frein-là était moins puissant que ce qu'on espérait. Donc il est prêt à encaisser un peu des coups. Mais honnêtement, je pense que le frein, il n'est pas économique, il est politique, vraiment. Et l'œil sur la politique intérieure, sur sa popularité, etc. Bon, il est en deuxième mandat, il n'a pas besoin d'être réélu, mais malgré tout, il est encore là. Simplement, le frein est un peu moins puissant. Je crois que finalement, pour comprendre tout ça, il faut faire autant de psychologie que d'économie. C'est-à-dire que là, vraiment, on a une majorité aux États-Unis qui, d'une part, est le doigt sur la couture du pantalon derrière son chef, qui lui prononce des discours complètement volontaristes, en commençant par l'objectif, on va y arriver parce qu'on est fort, et puis après, le reste doit suivre. Et tout ça, ça induit des biais cognitifs, finalement, où on se focalise sur certains aspects et on oublie ceux qui sont gênants parce qu'ils ne collent pas avec le discours. Et là, en l'occurrence, on sait très bien que Donald Trump a une sorte de foi presque idéologique dans les droits de douane. Ça fait des décennies que c'est le cas. Et il pense que c'est un outil à tout faire. Donc, il va à la fois traiter le problème de l'immigration, de l'inflation, de l'industrie, tout ça avec les droits de douane. Donc, ça me paraît complètement incohérent et je pense que c'est du domaine autant de l'aveuglement psychologique des principaux acteurs que de l'incompétence ou du manque de vision globale pour l'un nourrissant l'autre. Et est-ce que finalement, avec cette vision qui est effectivement pas du tout orthodoxe, il peut pas avoir raison malgré tout? Est-ce que ce volontarisme-là peut pas finir par payer? Il va avoir un impact, ça c'est sûr. Et moi, il me semble que l'impact vers lequel on va, c'est que s'il persiste, on va voir à quel moment il fait demi-tour sur quels aspects, mais c'est que les États-Unis vont un peu se retrancher du reste de la mondialisation. C'est-à-dire qu'ils vont moins échanger avec les autres pays, ce qui pose beaucoup de questions. C'est-à-dire comment eux vont gérer ça? Est-ce qu'ils vont réussir à reconstruire des morceaux d'industrie? De toute façon, c'est impossible que ça se fasse rapidement. Est-ce qu'ils vont réussir à terme à enclencher une dynamique? Est-ce qu'ils vont juste compliquer et rendre plus coûteux les approvisionnements? Est-ce qu'ils vont réussir à rester au sommet de la vague technologique, au sommet de l'innovation, étant donné qu'ils se coupent d'une bonne partie du monde, en tout cas qui rendent tous les approvisionnements, les flux beaucoup plus difficiles? Et de la recherche. La recherche, absolument. Ce côté anti-scientifique est franchement préoccupant. Et puis, dernier point, est-ce qu'ils vont réussir à rester au centre du système monétaire et financier international? Parce que là, maintenant, la question se pose. Oui, parce que y a un affaiblissement dans le discours volontaire du dollar, c'est
dit en tout cas officiellement, et donc ça veut dire que quelque part on fragilise aussi la monnaie dollar aujourd'hui dans le discours et dans la politique trumpienne. La question là-dessus est assez simple. Depuis très longtemps, le dollar est l'actif de référence. Les T-bonds, les obligations américaines de l'État américain à 10 ans sont considérées comme des actifs sans risque. Tout a fonctionné comme ça. Là, on rentre dans un cadre où le cadre politique est morcelé, où on voit des tentations d'isolationnisme américain. Et donc, il y a sur l'économie réelle, un changement, un bouleversement assez fort. Est-ce qu'on peut considérer que dans ce cadre-là, le dollar et les actifs américains restent les actifs sans risque ? Probablement pas. Et donc, on rentre dans une logique qui n'est plus la même. Alors, ça aboutit à quoi, ça, du coup ? Mais on ne sait pas. C'est un petit peu les économistes, il y a quelques années, avaient parlé d'un monde tripolaire avec les États-Unis, l'Europe, le Yen, le Japon d'abord et puis la Chine après. Mais c'est compliqué, on voit pas très bien comment ça peut fonctionner parce que la dynamique autour du dollar a eu beaucoup de vertus. Par exemple, quand il y a une crise financière, il y a des transferts de liquidités entre banques centrales qui est extrêmement efficace et qui permet d'éliminer toute propagation de la crise. Si vous avez des zones qui sont beaucoup plus marquées, est-ce que ce type de transfert aura lieu? Donc on ne sait pas très bien, justement, c'est une des incertitudes. On veut, le dollar probablement ne sera plus la monnaie de référence, mais pour quel autre modèle, on ne sait pas très bien. Et alors juste un bémol, parce que ça fait tellement longtemps qu'on dit que le dollar ne sera plus la monnaie, etc., qu'il faut être extrêmement humble sur cette question, mais on voit bien que là, le cadre politique change, le modèle change, et donc les références auxquelles on était attentif ne seront plus forcément les mêmes. On va s'intéresser aux conséquences pour nous, pour l'Europe dans un instant, mais juste pour finir cet aspect-là, Sébastien Jean, je disais, il s'est montré extrêmement flou sur le risque de récession, ce qui a beaucoup inquiété Donald Trump. Il n'a pas voulu se prononcer là-dessus. Il y a un risque rapide dans les prochains mois de voir l'économie américaine basculer en récession. Ah oui, je crois que tous les observateurs un peu avertis de l'économie américaine le disent. Une économie moderne, elle est beaucoup basée sur la confiance, les anticipations. Et là, on est à 2% de croissance, hein. Ça veut dire qu'on décroche. Oui, mais la Fed a déjà enlevé, je crois, de mémoire, 4 dixièmes de points, donc 0,4% de sa prévision de croissance par rapport à décembre. On est seulement en mars. Et tout ça, ça fait boule de neige. C'est-à-dire que si les uns ne consomment plus, les autres n'investissent plus. S'ils n'investissent plus, ça fait moins de revenus. Enfin bon, tout ça, c'est bien connu, hein. Il y a des boucles dans l'économie qui font que la perte de confiance, l'anticipation négative, elle peut se nourrir d'elle-même, surtout dans une économie où, par ailleurs, la bourse est tellement importante parce qu'en fait, les retraites de beaucoup d'Américains sont indexées sur la bourse. S'il y a une chute forte de la bourse, à ce moment-là, on a des ménages qui peuvent se mettre à économiser plus en se disant « Oula, ma retraite en prend un coup, il faut que je contrôle un peu. » S'ils épargnent plus, ils consomment moins. Donc, voilà, il y a un cercle négatif. Je suis pas en train de prédire l'apocalypse de l'économie américaine sur les mois qui viennent, hein. Il y a quand même des stabilisateurs aussi, mais ça peut être assez marqué, surtout dans une économie américaine qui, au fond, était en fin de cycle avec une belle énergie, mais encore un peu tardive, des prix élevés, donc pas mal d'instabilité et de déséquilibre aussi. Alors, Philippe Wechter, là, si le moteur américain cale, pour les raisons qu'on vient d'évoquer au cours des dernières minutes, ça a quelles conséquences chez nous, en Europe et spécifiquement en France? Déjà, est-ce qu'on récupère la production chinoise qui pourrait plus aller aux États-Unis, qui se déverserait sur l'Europe? Il y a tout un tas de mécanismes. Ce qu'on voit historiquement, c'est que le cycle américain est un peu en avance par rapport au cycle européen. Donc il y a des effets d'entraînement qui jouent naturellement et qui là, effectivement, si l'économie américaine change d'allure, sera pénalisante. Ce qu'il faut dire en contrepartie, c'est que les Européens ne sont pas restés inactifs dans cet environnement. Et là, le plan allemand qui a été validé, plan bazooka, oui, le plan bazooka, est un facteur qui peut jouer très favorablement sur l'Europe, parce que
quand on regarde l'économie européenne, vous avez, c'est une économie très intégrée. Donc quand vous créez un choc, et là le choc sera d'une grande ampleur en Allemagne, eh bien vous avez un effet de propagation sur la France, sur l'Italie, sur tous les pays, sur la Pologne, sur tous les pays européens, et il y a des effets croisés, c'est-à-dire que quand l'Italie produit un peu plus, elle va avoir besoin de produits français, etc. Donc il y a un effet multiplicateur qui va être intéressant et qui va permettre à l'économie européenne d'être plus un peu immunisée de ce risque américain. Ça veut dire que ça peut être concomitant, c'est-à-dire que là on le voit effectivement, les Allemands viennent de décider ce que je disais, un plan bazooka, c'est-à-dire la possibilité d'investir 500 milliards, je crois, dans les années qui viennent pour leur propre économie. On a en France la volonté de relancer la production militaire également avec un programme de défense ambitieux. Ça peut se mettre rapidement en place et prendre le relais de cette politique protectionniste américaine. Il y a forcément un problème de timing parce que le gouvernement allemand n'existe pas encore, donc il va falloir que ce gouvernement se mette en place. Là, ce qui est intéressant, c'est que Friedrich Merz a fait voter le plan bazooka, c'est les 500 milliards plus les dépenses de défense, donc ça devient quelque chose de très, très important. Il a fait voter sur l'ancien Parlement, parce que la majorité sur l'ancien Parlement est plus facile à avoir que dans le nouveau. Donc demain, ce sera probablement un petit peu plus compliqué. D'où la nécessité de bien discuter la coalition qui sera au pouvoir pour que le plan voté soit mis en œuvre rapidement et de façon efficace. Et donc ça prendra du temps. Imaginez que dès 2025, ça ait un impact, me paraît un peu illusoire. Ça peut en avoir un sur les anticipations, se dire demain ça va aller mieux, donc je commence à investir aujourd'hui. Mais c'est des effets de second ordre par rapport à l'effet d'entraînement que ça peut avoir avec le plan. Sébastien Jean, pour les Européens et pour les Français, la situation telle qu'elle est là, comme le dit Philippe Wechter, ça peut provoquer une forme de cohérence, de protectionnisme européen où on se serre tous les coudes, où on va prendre la vague en pleine face pour commencer. Ça me rappelle le titre d'un papier d'un collègue américain il y a quelques années qui disait: est-ce qu'un coup de pied aux fesses vous fait avancer ou est-ce que ça fait juste mal? La question qu'on se pose, je pense, aujourd'hui, on a un grand coup de pied aux fesses. Oui, pour l'instant on a mal. Oui, après, effectivement, je crois qu'il y a un effet potentiellement massif sur l'orientation de l'activité européenne et sur l'ambition des politiques publiques que vient de décrire Philippe, avec ses nouvelles ambitions dans l'Europe de la défense notamment, et puis ce déblocage, au fond, de l'attitude du gouvernement allemand, de la politique allemande face au déficit public et face à l'investissement public, parce que on sait que dans l'attitude allemande, il y avait une vertu orthodoxe budgétaire, il y avait aussi beaucoup de blocages et beaucoup d'insuffisance de l'investissement public. Donc là, il peut y avoir un effet paradoxal. C'est pas du protectionnisme, je crois que c'est vraiment pas ça. La question, c'est pas ça qui va être la réponse à nos questions, même si vous avez posé à juste titre la question du déversement en Europe des biens chinois qui ne trouveraient pas de débouché aux États-Unis. Mais la principale question pour nous, Européens, c'est pourquoi on n'investit pas plus. On a énormément d'épargne et on va l'investir aux États-Unis. Donc la solution, enfin la route, le chemin pour progresser pour l'Europe, c'est d'investir chez nous. Est-ce que ce coup de pied aux fesses va nous permettre effectivement de réaliser ces investissements et puis d'initier une dynamique positive au moment même où l'industrie quand même va très mal, et en particulier dans l'automobile, en particulier en Allemagne, où ça va être pire avec les droits de douane de Trump. Bon, il y a une configuration qui pourrait permettre de faire une sorte de judo macroéconomique dont il sortirait quelque chose de positif pour les Européens, oui. Qu'on perçoit déjà avec le discours d'Ursula von der Leyen en disant pourquoi pas finalement maintenant la préférence européenne dans les contrats publics, évidemment pour le militaire, ce qui est quand même une révolution pour l'Europe, ça. Hein. Absolument. Absolument, il y a une vraie possibilité. Je crois qu'il faut néanmoins faire attention à nos propres biais psychologiques, à nous aussi, c'est-à-dire à croire que parce que tout d'un coup on a décidé qu'on allait faire de la défense, tout d'un coup, tout ça, c'est des décisions qui se construisent sur le long terme, qui ont une certaine inertie, qui demandent beaucoup de cohérence. Est-ce qu'on a derrière les capacités? Est-ce qu'on a les industriels? Est-ce qu'on a la configuration entre à la fois la demande publique, l'offre privée? Est-ce qu'on a les alliances industrielles? Est-ce que tout ça peut marcher de front sans qu'on ait des goulets d'étranglement? Parce qu'après, on sait aussi ce qui se passe quand on n'arrive pas à bien orchestrer tout ça, c'est qu'au lieu
d'inflation. Ça, c'est le risque qui pend au nez des Américains, qui s'est déjà un peu produit sous Biden. C'est une partie de l'histoire de l'échec des Bidenomics. Et c'est ce à quoi on doit être vigilant, nous, Européens, pour les mois et années qui viennent. La gouvernance, effectivement, de l'Europe. Merci à tous les deux. Sébastien Jean, donc professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers et directeur associé à l'IFRI. Et Philippe Wechter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. La réalisation était signée Oriane Leport. Les archives étaient sélectionnées par Yannick Morino. Merci pour votre écoute. Vous pouvez commenter ce podcast, le noter sur vos plateformes habituelles ou sur l'application RTL et le site rtl.fr. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 9h03. Madame, je veux pas vous mentir, les travaux auront 3 mois de retard. 3 mois? Oh là là! Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Oui, allô, pour vous dire, on aura 2 mois de retard sur le retard. 2 mois? Non mais c'est pas possible. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme 0, c'est le montant des frais sur tous vos retraits et paiements par carte à l'étranger. Fortunéo, j'aime ma banque. Sur les cartes éligibles et sous réserve d'acceptation, hors frais de conversion monétaire et de retrait perçus par le propriétaire du distributeur. BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business, avec Laure Clozier. 5h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Bonjour à tous et bon réveil. C'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'était une mission impossible. Proposer un prix attractif aux industriels et aux consommateurs tout en ayant les reins assez solides pour financer l'avenir énergétique français en management. Radar fixe à 1000 mètres. On appelle ça une injonction contradictoire. Pour Luc Rémont, c'était le poste de service. Radar fixe à 500 mètres. PDG d'EDF, ça n'a duré que 28 mois, une tête de mule, disent certains. Ce matin dans le Figaro, le futur ex-PDG dénonce le lobbying de quelques-uns contre l'intérêt général. Les détails avec Raphaël Couder dans un instant. La parole aux clients à 7h avec le CLI, à 7h45 avec l'Uniden. 7h10, est-ce que EDF est une entreprise tout sauf normale? Débat en radar fixe à 100 mètres. Entre Nicolas Dose et Raphaël Legendre, 8h30, le point de vue de l'ancien ministre de l'économie, Antoine Armand. Du côté des retraites, il se passe un phénomène étonnant. La CFDT et le MEDEF semblent se rapprocher. Marie-Lise Léon se dit prête à mettre les salariés à contribuer, les retraités à contribution, prête à discuter de l'abattement de 10%. Tout ça se regarde, dit-elle. Les détails à 6h30 avec Caroline Morisseau. Sondage exclusif sur les Français et la retraite à 6h45. Vous verrez qu'il y a quelques concepts à reprendre. Un Français sur 5 pense qu'on est déjà dans un système par capitalisation. 1 sur 2 que les retraités vivent moins bien que les actifs. L'actualité, c'est aussi avec Léo Dumas. Bonjour Léo. Bonjour Laure, bonjour à tous. Les titres de ce matin. Le portrait de Bernard Fontana, le spécialiste des crises dans le nucléaire. 106 000 fonctionnaires licenciés depuis l'arrivée de Donald Trump. Et puis Perplexity a soumis une offre pour acheter TikTok aux États-Unis. Les pourparlers pour la paix entre l'Ukraine et la Russie ont commencé hier. Ça paraît déjà très compliqué, à moitié compromis. Analyse Capellini nous fera le point à 6h45. Il est 6h pile. Good Morning Business, c'est parti. Votre rendez-vous avec DB Pool, réseau d'experts en déménagement pour entreprises et collaborateurs. DB. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie. Pool, la force tranquille. Good Morning Business, le journal. Et ce matin, Luc Rémont sort de sa réserve et défend son bilan. Oui, après son éviction vendredi par l'Elysée, il exprime ce matin ses divergences avec l'État dans une interview au Figaro. Et ce qu'on voit, Raphaël Couder, c'est que la situation était devenue intenable sur tous les dossiers finalement. Effectivement, les relations avec l'État se sont détériorées ces derniers mois. D'abord sur le sujet du prix de vente de l'électricité nucléaire, sujet sur lequel, vous le savez, les négociations entre EDF et les industries électro-intensif bloque depuis maintenant plus d'1 an. Ces derniers considèrent que EDF propose des prix trop élevés pour qu'ils puissent rester sortir du rond-point compétitifs. Eh bien, continuer pendant 13 km. Là-dessus, Luc Rémont reste droit dans ses bottes. Une entreprise publique n'est pas là pour faire des subventions à un petit club privé, dit-il ce matin. Il répond également sur la mise aux enchères d'une partie de cette électricité nucléaire, annonce qui avait été extrêmement mal vécue par une partie des industriels, à l'image du patron de Saint-Gobain, qui a sur notre antenne estimé la semaine dernière qu'EDF faisait un bras d'honneur à l'industrie. Réponse cinglante ce matin de Luc Rémont. EDF n'a de leçon de patriotisme industriel à recevoir
part de personne et surtout pas de la part de ceux qui vivent des subventions à la rénovation énergétique. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un problème avec les clients qui ont en partie eu la peau de Luc Rémont, mais il y a aussi un autre sujet, c'est le futur chantier EPR2. Là encore, il ne regrette rien, Luc Rémont. Absolument, le financement de ces 6 réacteurs, on le sait, était au cœur de désaccords profonds avec l'État. Le PDG d'EDF estimait qu'à court terme, le coût de ce chantier allait trop peser sur les fonds propres du groupe et sur sa dette qui reste encore élevée. Il y avait donc un point d'achoppement sur l'importance de la participation de l'État. En face, il faut le dire, l'exécutif a mis en avant d'autres divergences ces derniers jours sur le plan purement industriel. Pour le coup, des désaccords importants existaient sur la façon de conduire cet immense chantier, notamment sur le travail avec les fournisseurs, en particulier avec Framatome, où certains sujets n'étaient pas totalement réglés. Sur ce point-là, on imagine que l'arrivée de Bernard Fontana devrait permettre d'arranger les choses. C'est donc Bernard Fontana qui va remplacer Luc Rémont à la tête d'EDF, quelqu'un qu'on connaît bien. Oui, l'actuel directeur général de Framatome, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Il a traversé toutes les grandes crises de la filière et connaît d'ailleurs toute la chaîne industrielle indispensable pour le chantier des futurs EPR. Alors son portrait avec Mathieu Pechberti. Il est tombé dans le nucléaire au pire moment en 2015. Bernard Fontana est choisi pour une mission impossible dont personne ne veut, redresser Framatome, l'ex-Areva que l'État a renfloué après les déboires de l'EPR en Finlande. Emmanuel Macron, alors à Bercy, le parachute à la tête de l'entreprise pour l'adosser à EDF. Bernard Fontana vient alors d'être éjecté de la fusion entre le cimentier suisse Holcim qu'il dirige et Lafarge. Pendant 10 ans, il va encaisser toutes les crises héritées de l'ère Anne Lauvergeon chez Areva. Juste après son arrivée, il fait face aux défauts de fabrication de l'usine du Creusot sur fond de documents falsifiés. La cuve de l'EPR de Flamanville est touchée et la filière perd sa crédibilité. Avec EDF, Bernard Fontana participe à sa refonte en vue du prochain programme nucléaire. Mais en 2022, nouveau coup de massue pour le patron de Framatome. Alors que la France cesse ses importations de gaz russe, la moitié des réacteurs sont arrêtés pour des problèmes de corrosion. Bernard Fontana est à la fois réputé pour sa discrétion et ses coups de gueule. Il avait déjà été candidat à la tête d'EDF il y a 3 ans. On reviendra donc avec nos invités sur le départ de Luc Rémont. Les industriels ont-ils eu sa peau? La parole aux clients. 7h le CLI, 7h45 l'Uniden. On a passé le cap des 2 mois depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et dans ses valises, cette fois, il y avait Elon Musk qui continue de tailler à l'âge dans l'administration fédérale. Alors on vous retrouve à Washington, Antoine Hollard, le correspondant de BFM Business, où en est le milliardaire dans son offensive. À ce stade, près de 106 000 fonctionnaires ont déjà été licenciés par Doge. À chaque fois, ces purges ont été contestées en justice avec un succès relatif. Les tribunaux ont ordonné la réintégration de 25 000 personnes, quasiment un quart des fonctionnaires licenciés. Mais bien souvent, ils n'ont pas vraiment pu reprendre le travail. En fait, ils ont été placés en congé administratif et leur avenir reste très incertain. D'autres coupes drastiques sont attendues puisque chaque agence fédérale a dû présenter à la Maison-Blanche et à Elon Musk ses plans de réduction des effectifs. Des dizaines et des dizaines de milliers de postes supplémentaires pourraient disparaître d'ici septembre. À l'IRS, par exemple, le service qui gère les impôts et lutte contre la fraude fiscale, ce sont 18% des agents qui pourraient être mis à la porte. Tout cela risque d'avoir des effets en cascade sur les entreprises qui travaillent avec le gouvernement. On sait que Elon Musk a supprimé déjà de nombreux contrats et selon certains économistes, au total, 1 million d'emplois indirects seraient menacés. Parmi les victimes collatérales, les cabinets de conseil comme Accenture qui a décroché en fin de semaine dernière à Wall Street après l'annonce de la perte de plusieurs contrats avec l'État fédéral. Antoine Hollard depuis Washington. Donald Trump qui annonce un contrat avec Boeing pour le futur avion de combat américain. Oui, ces appareils de nouvelle génération seront baptisés les F-47. Ils viendront remplacer les F-22 en service depuis une vingtaine d'années. Et dans le contexte de réarmement ici en France, Dassault Aviation veut rapidement monter en cadence. Le groupe étudie la possibilité de livrer jusqu'à 5 Rafales par mois, indique son PDG Éric Trappier dans le JDD. Plus tôt la semaine dernière, c'est Emmanuel Macron qui avait annoncé que l'État allait accélérer ses commandes. Et si le futur hacker de TikTok était Perplexity? La start-up américaine spécialisée dans l'IA a soumis une offre pour le rachat des activités américaines du réseau social qui est toujours menacé d'être interdit aux États-Unis et qui compte plusieurs acquéreurs potentiels. Alors Anthony Morel, Perplexity estime être
être beaucoup mieux placé que ses concurrents. Oui, c'est ça. Alors Perplexity, c'est l'une des startups IA les plus en vue du moment, hein, avec OpenAI, avec Anthropic, et c'est précisément cette expertise tech très pointue qui lui permet, selon elle, de se distinguer de ses nombreux adversaires. Il faut rappeler que ByteDance, la maison mère de TikTok, a jusqu'au 5 avril pour céder ses activités d'américaine sous peine d'interdiction, et qu'on a alors plusieurs acquéreurs sous les rangs, assez hétéroclites. Ça va de géants de la tech comme Oracle à des investisseurs qu'on attendait peut-être un peu moins. Frank McCourt, par exemple, le patron, le propriétaire plutôt de l'OM, milliardaire, ou encore MrBeast, c'est le youtubeur, le plus gros youtubeur du monde, qui est lui aussi sur les rangs pour acheter TikTok. Donc c'est vraiment... c'est large. Ah oui, c'est très très large. Et le gros argument de Perplexity, dont l'offre valoriserait TikTok à 50 milliards de dollars, c'est de dire que si c'est l'un de ses concurrents qui rachète ByteDance, le risque c'est soit de créer un monopole ou un groupe trop puissant si c'est un géant de la tech, ou alors si c'est un des plus petits investisseurs entre guillemets, eh bien c'est qu'il n'ait pas les compétences technologiques requises, et que finalement le problème ne soit pas résolu. Le problème c'est quoi? C'est celui de l'algorithme de recommandation de TikTok, l'un des sujets de contentieux, puisqu'il est accusé d'être un outil d'influence de l'opinion publique et un outil de désinformation. Et dans son dossier, Perplexity affiche son intention, eh bien lui, de redessiner totalement l'algorithme de recommandation de TikTok, d'améliorer la personnalisation pour les utilisateurs, d'ajouter des capacités de recherche boostées avec l'intelligence artificielle, et puis aussi de, dit-il, libérer les flux de contenu de manipulation des gouvernements étrangers. Elle promet aussi un hébergement des données et dans des data centers américains avec une supervision américaine. Donc est-ce que tout ça suffira à convaincre ByteDance, qui officiellement n'est toujours pas vendeur? Ce sera en tout cas un très gros morceau à avaler pour ce qui reste quand même une start-up, puisque Perplexity est en train de lever jusqu'à 1 milliard de dollars pour une valorisation à 18 milliards. Merci Anthony. Dans 10 minutes dans Culturia, on parle de quoi? On va parler d'intelligence artificielle à l'école, qui commence, à Londres en tout cas, à remplacer carrément les profs. Il y a des écoles sans profs. Après avoir supprimé le ministère de l'Éducation, peut-être on pourra supprimer les profs. Ce sera peut-être le projet d'après. Aux États-Unis, on part en Chine. On attend les résultats annuels de BYD ce matin. Et le numéro 1 incontesté dans le pays ne masque pas ses ambitions sur les marchés internationaux et notamment en Europe. Et s'il grignote doucement des parts de marché, sa stratégie est bien rodée, Justine Vassogne. BYD pointe désormais à la 6e place des constructeurs mondiaux, juste derrière Stellantis, leader en Chine, où il réalise encore 90% de son chiffre d'affaires. Le développement de BYD passe par l'international et ses possibilités sont restreintes. Pas question d'aller aux États-Unis avec des droits de douane à 100%, pas question non plus de viser l'Afrique, pas encore équipée pour l'électrique. Restent 3 grands marchés, le reste de l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe, dont BYD a fait une priorité. Ses ventes restent confidentielles. 83 000 voitures vendues en 2024 selon S&P, mais elles devraient frôler les 200 000 unités cette année. Droit de douane, ralentissement de l'électrique, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, estime un spécialiste, mais BYD voit à long terme avec de nombreuses ouvertures d'usines. Le constructeur a plusieurs cordes à son arc. C'est aussi un spécialiste de l'hybride rechargeable qui représente plus de la moitié de ses ventes. Sa gamme est complète, de la citadine abordable à la voiture de luxe, quand Tesla par exemple ne se concentre que sur 2 modèles phares. Et puis en Chine se tient en ce moment le forum économique annuel où est réuni un parterre de grands patrons internationaux, Tim Cook notamment, l'occasion pour le Premier ministre Li Qiang. Dans 600 mètres, restez sur la voie de gauche pour continuer vers avenue de Strasbourg. D'assurer que Pékin resterait fermement engagé du bon côté de l'histoire, c'est celui de la mondialisation. 6h10 la bourse. C'est vrai que cette fois-ci, c'est l'Europe qui cale. Et notamment du côté de Francfort, puisque vous avez... Restez sur la voie de gauche. Et la bourse allemande qui a clôturé sur une 3e séance dans le rouge vendredi soir, pénalisée notamment par les valeurs liées à la défense, puisque après un parcours spectaculaire, on assiste à quelques prises. Dans 100 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur avenue de Strasbourg, dès 955. De bénéfices, typiquement Rheinmetall, vous êtes à 10% des plus hauts historiques, et puis surtout ça. Au rond-point, prendre avenue de Strasbourg. Intéressant que dans le même temps, eh bien vous avez Wall Street qui a du mal à prendre le relais sur l'ensemble de la semaine. Dans 100 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie, M431, vers Nancy-Marly. Vous avez 3 indices américains qui étaient stables. Alors certes, il y a eu un début de rebond la semaine dernière, mais entre-temps, regardez FedEx ou encore Nike qui ont perdu 5% vendredi, car la au rond-point, prendre la bretelle. Consommation marque le pas et les droits de douane amènent à une grande prudence de ces 2 sociétés.
que ce soit dans la tête des boursiers, mais aussi dans la tête des industriels. La date du 2 avril est bien sûr dans toutes les têtes. C'est le catalyseur de ces prochains jours. Avec, pour rappel, Donald Trump a dit que ça serait le jour de la libération des États-Unis. Alors vendredi, il a mis un petit peu d'eau dans son vin en disant qu'il ferait preuve de flexibilité dans la mise en place de son plan sur les taxes douanières. Une façon de lâcher du lest, d'essayer un petit peu de négocier avec ses partenaires. Mais à court terme, le brouillard reste tout de même très important. Continuez sur N431 pendant 8 km. Dans ce contexte, il faudra suivre cet après-midi les PMI aux États-Unis avant la confiance des consommateurs demain et puis surtout l'inflation américaine vendredi. Autant d'indicateurs qui ne vont pas aider à prendre des initiatives ce matin sur les marchés en Europe avec une bourse qui reste encore et toujours en position d'attente. Merci Étienne, un petit mot du cuivre quand même qui s'envole à New York. Oui, le cours du cuivre qui, rendez-vous compte, gagne désormais plus de 27% depuis le début de l'année à New York avec bien sûr la bourse qui anticipe la mise en place de ses droits de douane à partir du 2 avril et des stocks qui sont très importants, sachant que le pays importe aujourd'hui environ 45% de sa consommation de cuivre, que ce soit du Canada mais aussi du Chili. Merci Étienne, on se retrouve dans une demi-heure. Dans un instant, le pitch des meubles de bureau démontables et réparables qui doivent durer 25 ans. À tout de suite. Good Morning Business, le pitch. 6h15 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le pitch aujourd'hui, c'est avec Aïssa Laroussi. Bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général d'Enki. 1 minute pour pitcher et on débrief. Super, bon, merci de me recevoir. Donc Enki, c'est une solution de mobilier par abonnement, donc destinée aux professionnels. Donc moyennant une mensualité, en fait, on équipe des espaces de bureaux, des coworking, des hôtels, des restaurants, etc. Et en fait, tout ça est combiné avec un modèle de financement participatif. Donc c'est-à-dire qu'on émet des obligations qui sont liées donc à nos contrats de location, donc ce qui nous permet de financer le mobilier. Donc tout le monde peut investir et on peut avoir des rendements qui vont jusqu'à 8,5%. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on veut changer en fait le modèle de consommation immobilier. On pense qu'en fait la solution par abonnement a beaucoup de vertus, dans le sens que on immobilise moins son cash, on a des besoins qui peuvent évoluer donc de manière beaucoup plus flexible, et puis évidemment ça a un impact réduit qui est considérable donc, sur l'environnement. Donc il y a deux activités qui sont liées, parce que tout ça est autour des meubles de bureau. C'est l'activité location de meubles et l'activité crowdfunding immobilier, où là vous adressez plutôt aux investisseurs. Exactement. Bon, c'est pour Anthony Morel, ça, vous allez investir. Ouais. Ah bah c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit aussi. Alors les taux de rendement sont quand même moins intéressants que sur le crowdfunding immobilier. 8,5 on vous propose. Le crowdfunding immo c'est plutôt 11-12%. Hein. Ah oui. Mais alors peut-être que le risque est différent. Enfin c'est quoi la différence en fait par rapport à du crowdfunding immo? Je dirais que beaucoup de crowdfunding immo est quand même basé sur des opérations de marchand de biens où il y a quand même un risque commercial, quoi. Là où nous finalement on a quand même une prévisibilité donc des revenus à travers nos loyers, etc. Et donc ce qui fait que voilà, jusqu'à présent ça fait 1 an mais on a 0 défaut. Et en fait, c'est nous qui émettons les obligations, donc ça veut dire que nous portons le risque pour nos clients. Mais j'investis dans quoi en fait? Alors vous investissez dans une obligation qui est émise sur base de contrats qui sont signés, donc il y a des revenus futurs qui sont déjà prévus. Et indirectement, ça nous permet, nous, de financer donc, le stock, tout ce qui nous permet de mettre en place en fait, le contrat, puisqu'évidemment, nous, on va avoir un client qui, par exemple, pour 100 000 euros, va nous payer 1 000 euros par mois, donc pour une valeur immobilier. Nous, il faut bien qu'on finance. Dans 3 km, prendre la sortie B5 en direction de Montigny-les-Metz, Cuvry. Tous ces stocks, etc. Nous, on investit dans vous, quoi. C'est ça. Pas directement dans des chaises et des... Exactement, mais avec un sous-jacent, en fait, qui est évident. Qui sont les meubles. Eva, là, vous vous adressez B2B, donc plutôt hôtel, espace de bureau, mais il y a aussi un accès pour les particuliers. Par exemple, si je veux meubler mon appartement que j'ai acheté pour le mettre sur Airbnb, est-ce que ça, c'est possible aussi? Oui, alors c'est possible avec certaines cas. Allô? Bonsoir. Ouais. Comment ça va? Ça va. À demain. À demain. Catégorie de projet, donc pour l'instant évidemment on reste quand même assez orienté B2B, donc si par exemple vous avez je sais pas 3-4 appartements, à ce moment là effectivement on va le faire, donc on n'a pas encore on va dire créé toute la partie opérationnelle nécessaire à vraiment aller meubler plein de petits projets, quoi. Alors votre promesse elle est belle, du mobilier qui dure 25 ans. Ouais. Ça fait beaucoup, surtout pour du mobilier démontable que vous allez mettre de bureau en bureau, comme vous achetez quoi? Alors il n'est pas toujours démontable, donc l'idée c'est qu'effectivement aujourd'hui on s'est un peu habitué malheureusement
malheureusement du mobilier qui est justement pas très durable, qui au bout de 3 à 5 ans en fait finit malheureusement trop vite en déchets. Donc l'idée c'est que nous on mise sur du mobilier qui va durer. Dans 600 mètres, prendre la sortie D5 en direction de Montigny, Lémès, Cuvry. Très longtemps, on le voit aujourd'hui par exemple avec le vintage. On a du mobilier qui date des années 60, 70, 80. Donc l'idée c'est qu'on va vraiment sourcer du mobilier qui est conçu pour durer. On sait facilement réparer ou entretenir pour le faire durer 25 ans voire et plus. Et donc ce qui le rend beaucoup plus accessible. Prendre la sortie D5. En fait, à nos clients donc, qui le louent, ce qui leur permet aussi d'avoir un plus beau produit et ce qui permet de mettre sur le marché des produits qui vont vraiment perdurer et donc de maximiser finalement. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur D5. L'utilisation des matières premières et donc de réduire l'impact. C'est quoi l'avantage pour du point de vue d'une entreprise de louer des meubles plutôt que de les acheter? Et est-ce que c'est un modèle qui aujourd'hui est déjà très répandu? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, non, c'est pas trop répandu. Nous, on pense qu'évidemment, ça a un grand avantage. Le premier, c'est le cash, en fait. Donc, on se dit que c'est pas vraiment utile d'immobiliser son cash dans du mobilier. Donc, on pourrait plutôt faire travailler ce cash. D'ailleurs, si on fait le calcul de ce que ça nous coûte en prenant, par exemple, un rendement à 5%. Dans 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur D5. Ça peut déjà avoir un impact qui est considérable. Après, à nouveau, la flexibilité, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché par les entreprises. Et donc, pouvoir faire évoluer son mobilier, ça évite de se retrouver bloqué, à devoir le vendre trop rapidement, etc. Ou même à devoir s'en séparer. Et du coup, il finit aussi potentiellement à la poubelle. Et puis, à nouveau, aujourd'hui, il y a de plus en plus de pression sur les entreprises de consommer mieux, donc d'avoir un impact ESG qui est réduit. Et donc là, évidemment, on remplit cette promesse-là également. Et moi, 2 choses. Il y a quand même des startups qui existent. Il y a Ernest et Yours aussi qui existent. Ouais. C'est de la location, mais c'est plus au niveau des particuliers. Non, une question sur le reconditionnement. Je pense que c'est vraiment la clé pour vraiment installer durablement. Donc vous avez un entrepôt avec des tournevis. Voilà. Alors on l'a pas encore pour l'instant. On travaille avec des partenaires, mais c'est le but effectivement de le faire parce qu'on pense qu'on va atteindre des volumes qui nécessitent qu'on crée ça puisque c'est des industries qui ont un petit peu disparu. Et donc voilà. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur de voirie, route de Feilly. Ça s'appelle Enki Aïssa Laroussi. Merci d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. On parle retail. Avec plaisir. Merci beaucoup. Votre rendez-vous avec Viewgen Group, leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique. Good morning business, morning retail. Eva Jaco, un youtubeur star dont on vient de parler avec Anthony Morel sur les questions de TikTok, MrBeast, s'invite dans les rayons des supermarchés, c'est la marque. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur rue de la Croix de Lorraine. De chocolat Feastable du youtubeur le plus célèbre du monde. Ça arrive chez Carrefour. Oui, MrBeast, c'est vraiment l'idole des jeunes. C'est les 15-26 ans qui l'adorent. Lui, il est à peine âgé de 26 ans. Il a plus de 376 millions d'abonnés sur YouTube. Et il a lancé sa marque, en effet, de tablettes de chocolat. Donc, ça s'appelle Feastable en 2022. L'an dernier, justement, ces tablettes ont généré 250 millions de dollars de revenus et 20 millions de bénéfices, nous dit Bloomberg. Alors, c'est vrai que depuis quelques semaines, vous pouvez les retrouver dans les rayons en exclusivité chez Carrefour, dans tous leurs magasins. D'ailleurs, vous avez peut-être vu de la publicité dans la rue, sur les panneaux d'affichage. Il y a plus de 530 000 tablettes qui ont été vendues depuis. Ça a créé le buzz, ça a vraiment fait une grosse émulation. Il y a d'ailleurs eu le youtubeur qui est venu dans... Au rond-point, prendre rue de la Croix de Lorraine. Dans un magasin dans 50 mètres, au rond-point, prendre la première sortie. Les Yvelines pour faire une vidéo qui a reçu plus de... Dans 100 mètres, vous arriverez à destination. Il est américain, Oui, il est américain, 1,6. Il s'est fait un Carrefour dans les Yvelines. Oui, c'est fait 1,... Vous êtes arrivés. C'était la surprise là pour le coup. Tu arrives chez Carrefour, tu vois MrBeast. Waouh.
Et ça, donc, ça fait partie en fait de ces produits que Carrefour, par exemple, appelle les produits buzz. Il y a même une personne à la centrale d'achat qui est dédiée vraiment à ces produits-là qui vont défrayer la chronique. Alors, il y en a d'autres, des produits qui ont défrayé la chronique. Il y a le chocolat de Dubaï. Oui, le chocolat de Dubaï, vous connaissez? On a TikTok, quoi. Ah ouais, non, moi je connaissais pas. Bah oui. Et c'est quoi? Du chocolat à la pistache avec des cheveux d'ange à l'intérieur. C'est 800 calories la tablette. Ça a d'abord été lancé à Dubaï et puis à Abu Dhabi et puis c'est arrivé en France en effet par TikTok. C'est Lindt en France qui a décidé de surfer sur ce phénomène et qui en a produit une. Alors il faut compter 10 € la tablette. Ça a l'air ignoble. Là c'est dans les... Non mais je pense que c'est pas mal. Après votre course là, vous pouvez les faire maison aussi. Vous pouvez les faire maison. Ah bon? Il y a plein de